la fille du capitaine Alexandre Pouchkine. Chapitre 6. Pougatchev. Avant d'entamer le récit des événements étranges dont je fus le témoin, je dois dire quelques mots sur la situation où se trouvait le gouvernement d'Orenbourg vers la fin de l'année 1773. Cette riche et vaste province était habitée par une foule de peuplades à demi sauvages qui venaient récemment de reconnaître la souveraineté des tsars russes. Leur révolte continuelle, leur impatience de toute loi et de la vie civilisée, leur inconstance et leur cruauté demandaient de la part du gouvernement une surveillance constante pour les réduire à l'obéissance. On avait élevé des forteresses dans les lieux favorables, et dans la plupart on avait établi à demeure fixe des Cosaques, anciens possesseurs des rives du Yaïk. Mais ces Cosaques eux-mêmes, qui auraient dû garantir le calme et la sécurité dans ces contrées, étaient devenus depuis quelque temps des sujets inquiets et dangereux pour le gouvernement impérial. En 1772, une émeute survint dans leur principale bourgade. Cette émeute fut causée par des mesures sévères qu'avait prises le général Trabenberg pour ramener l'armée à l'obéissance. Elles n'eurent d'autre résultat que le meurtre barbare de Trabenberg, l'élévation de nouveaux chefs et finalement la répression de l'émeute à force de mitraille et de cruels châtiments. Cela s'était passé peu de temps avant mon arrivée dans la forteresse de Belogorsk. Alors tout était, ou paraissait, tranquille. Mais l'autorité avait trop facilement prêté foi au fin repentir des révoltés qui couvaient leur haine en silence et n'attendaient qu'une occasion propice pour recommencer la lutte. Je reviens à mon récit. Un soir, c'était au commencement d'octobre 1773, j'étais seule à la maison, à écouter le sifflement du vent d'automne et à regarder les nuages qui glissaient rapidement devant la lune. On va m'appeler de la part du commandant, chez lequel je me rendis à l'instant même. J'y trouvai Shvabrine, Ivan Ignaliitch et l'ouriadnik des Cosaques. Il n'y avait dans la chambre ni la femme ni la fille du commandant. Celui-ci me dit « Bonjour » d'un air préoccupé. Il ferma la porte, fit asseoir tout le monde, hormis l'ouriadnik qui se tenait debout, tira un papier de sa poche et nous dit « Messieurs les officiers, une nouvelle importante. Écoutez ce qu'écrit le général. » Il mit ses lunettes et lut ce qui suit. À monsieur le commandant de la forteresse de Belogorsk, capitaine Mironov. Je vous informe par la présente que le fuyard et schismatique cosaque du don Yemelian Pougatchev, après s'être rendu coupable de l'impardonnable insolence d'usurper le nom du défunt empereur Pierre III, a réuni une troupe de brigands, suscité des troubles dans les villages du Yaïk, et pris et même détruit plusieurs forteresses, en commettant partout des brigandages et des assassinats. En conséquence, dès la réception de la présence, vous aurez, monsieur le capitaine, à aviser aux mesures qu'il faut prendre pour repousser le susdit scélérat et usurpateur, et s'il est possible, pour l'exterminer entièrement dans le cas où il tournerait ses armes contre la forteresse confiée à vos soins. Prendre les mesures nécessaires, dit le commandant en ôtant ses lunettes et en pliant le papier. Vois-tu bien, c'est facile à dire. Le scélérat semble fort, et nous n'avons que 130 hommes, même en ajoutant les Cosaques sur lesquels il n'y a pas trop à compter, soit dit sans te faire un reproche, Maximitch. L'ouriadnik sourit. Cependant, prenons notre parti, messieurs les officiers. Soyez ponctuels, placez des sentinelles, établissez des rondes de nuit, et dans le cas d'une attaque, fermez les portes et faites sortir les soldats. Toi, Maximitch, veille bien sur tes Cosaques. Il faut aussi examiner le canon et le bien nettoyer, et surtout garder le secret, que personne dans la forteresse ne sache rien avant le temps. Après avoir ainsi distribué ses ordres, Ivan Kouzmitch nous congédia. Je sortis avec Shvabrine, tout en devisant sur ce que nous venions d'entendre. Qu'en crois-tu? Comment finira tout cela?
Dieu le sait, répondit-il, nous verrons. Jusqu'à présent, je ne vois rien de grave. Si cependant. Alors il se mit à siffler, en rêvant, avec distraction, un air français. Malgré toutes nos précautions, la nouvelle de l'apparition de Pougatchev se répandit dans la forteresse. Quel que fût le respect d'Ivan Kouzmitch pour son épouse, il ne lui aurait révélé pour rien au monde un secret confié comme affaire de service. Après avoir reçu la lettre du général, il s'était assez adroitement débarrassé de Vassilissa Yegorovna en lui disant que le père Garasim avait retenu d'Orenbourg des nouvelles extraordinaires qu'il gardait dans le mystère le plus profond. Vassilissa Yegorovna prit à l'instant même du désir d'aller rendre visite à la femme du pope, et d'après le conseil d'Ivan Kouzmitch, elle emmena Macha, de peur qu'elle ne la laissât s'ennuyer toute seule. Resté maître du terrain, Ivan Kouzmitch nous envoya chercher sur le champ et prit soin d'enfermer Palachka dans la cuisine pour qu'elle ne pût nous épier. Vassilissa Yegorovna revint à la maison sans avoir rien pu tirer de la femme du pope. Elle apprit en rentrant que pendant son absence, un conseil de guerre s'était assemblé chez Ivan Kouzmitch et que Palachka avait été enfermée sous clé. Elle se douta que son mari l'avait trompée et se mit à l'accabler de questions. Mais Ivan Kouzmitch était préparé à cette attaque. Il ne se troubla pas le moins du monde et répondit bravement à sa moindre curiosité. « Vois-tu bien, ma petite mère, les femmes du pays se sont mis en tête d'allumer du feu avec de la paille, et comme cela peut être cause d'un malheur, j'ai rassemblé mes officiers et je leur ai donné l'ordre de veiller à ce que les femmes ne fassent pas de feu avec de la paille, mais bien avec des fagots et des broussailles. »« Et qu'avais-tu besoin d'enfermer Palachka ?» lui demanda sa femme. « Pourquoi la pauvre fille est-elle restée dans la cuisine jusqu'à notre retour ?» Ivan Kouzmitch ne s'était pas préparé à une semblable question. Il balbutia quelques mots incohérents. Vassilissa Yegorovna s'aperçut aussitôt de la perfidie de son mari, mais sûre qu'elle n'obtiendrait de lui pour le moment, elle cessa ses questions et parla des concombres salés qu'Akoulina Pavilovna avait préparés d'une façon supérieure. De toute la nuit, Vassilissa Yegorovna ne put fermer l'œil, n'imaginant pas ce que son mari avait en tête qu'elle ne put savoir. Le lendemain, au retour de la messe, elle aperçut Ivan Ignatitch occupé à ôter du canon des guenilles, des petites pierres, des morceaux de bois, des osselets et toutes sortes d'ordures que les petits garçons y avaient fourrées. Que peuvent signifier ces préparatifs guerriers, pensa la femme du commandant. Est-ce qu'on craindrait une attaque de la part des Kirghizes? Mais serait-il possible qu'Ivan Kouzmitch me cachât une pareille misère? Elle appela Ivan Ignatitch avec la ferme résolution de savoir de lui le secret qui tourmentait sa curiosité de femme. Vassilissa Yegorovna débuta par lui faire quelques remarques sur les objets de ménage, comme un juge qui commence un interrogatoire par des questions étrangères à l'affaire pour rassurer et endormir la prudence de l'accusé. Puis après un silence de quelques instants, elle poussa un profond soupir et dit en hochant la tête: « Oh mon Dieu, Seigneur, voyez quelle nouvelle! Qu'adviendra-t-il de tout cela ?» Et ma petite mère, répondit Ivan, le Seigneur est miséricordieux. Nous avons assez de soldats, beaucoup de poudre. J'ai nettoyé le canon. Peut-être bien repousserons-nous ce Pougatchev. Si Dieu ne nous abandonne, le loup ne mangera personne ici. Quel homme est ce Pougatchev? Demanda la femme du commandant. Ivan Ignatitch vit bien qu'il avait trop parlé et se mordit la langue. Mais il était trop tard. Vassilissa Yegorovna le contraignit à lui tout raconter, après avoir engagé sa parole qu'elle ne dirait rien à personne. Elle tint sa promesse et en effet ne dit rien à personne, si ce n'est à la femme du pope, et cela par l'unique raison que la vache de cette bonne dame, étant encore dans la steppe, pouvait être enlevée par les brigands. Bientôt, tout le monde parla de Pougatchev. Les bruits qui couraient sur son compte étaient fort divers. Le commandant envoya Loriagnivsk avec mission de bien s'enquérir de tout dans les villages voisins. Lorianik revint, après 2 absences de 2 jours, et
déclara qu'il y avait dans la steppe, à 60 vestres de la forteresse, une grande quantité de feu, et qu'il avait ouï dire aux Bashkirs qu'une force innombrable s'avançait. Il ne pouvait rien dire de plus précis, ayant craint de s'aventurer davantage. On commença bientôt à remarquer une grande agitation parmi les Cosaques de la garnison. Dans toutes les rues, ils s'assemblaient par petits groupes, parlaient entre eux à voix basse, et se dispersaient dès qu'ils apercevaient un dragon ou tout autre soldat russe. On les fit espionner. Iulai, baptisé Kalmouk, fit au commandant une révélation très grave. Selon lui, l'Oriadnik aurait fait de faux rapports. À son retour, le perfide cosaque aurait dit à ses camarades qu'ils étaient avancés jusque chez les révoltés, qu'il avait été présenté à leur chef, et que ce chef, lui ayant donné sa main à baiser, s'était longuement entretenu avec lui. Le commandant fit aussitôt mettre l'Oriadnik aux arrêts et désigna Iolai pour le remplacer. Ce changement fut accueilli par les Cosaques avec un mécontentement visible. Ils murmuraient à haute voix, et Ivan Ignatitch, l'exécuteur de l'ordre du commandant, les entendit de ses propres oreilles dire assez clairement « Attends, attends, rat de garnison !» Le commandant avait eu l'intention d'interroger son prisonnier le même jour, mais l'Oriadnik s'était échappé, sans doute avec l'aide de ses complices. Un nouvel événement vint accroître l'inquiétude du capitaine. On saisit un bashkir porteur de lettres séditieuses. À cette occasion, le commandant prit le parti d'assembler d'Erjef ses officiers, et pour cela, il voulut encore éloigner sa femme sous un prétexte spécieux. Mais comme Ivan Kouzmitch était le plus adroit et le plus sincère des hommes, il ne trouva pas d'autre moyen que celui qu'il avait déjà employé une première fois. « Vois-tu bien, Vassilissa Yegorovna, lui dit-il, en toussant à plusieurs reprises, le père Karasim a, dit-on, reçu de la ville. Tais-toi, tais-toi, interrompit sa femme. Tu veux encore rassembler un conseil de guerre et parler sans moi de Yemalian Pougatchev. Mais tu ne me tromperas pas cette fois. Ivan Kouzmitch écarquilla les yeux. Eh bien, ma petite mère, dit-il, si tu sais tout, reste. Il n'y a rien à faire, nous parlerons devant toi. Bien, bien, mon petit père, répondit-elle. Ce n'est pas à toi de faire le fin. Envoie chercher les officiers. Nous nous assemblâmes de nouveau. Ivan Kouzmitch nous lut devant sa femme la proclamation de Pougatchev, rédigée par quelques Cosaques à demi lettrés. Le brigand nous déclarait son intention de marcher immédiatement sur notre forteresse, invitant les Cosaques et les soldats à se réunir à lui, et conseillait au chef de ne pas résister, les menaçant en ce cas du dernier supplice. La proclamation était écrite en termes grossiers mais énergiques et devait produire une grande impression sur les esprits les plus simples. « Quel coquin !» s'écria la femme du commandant. « Voyez ce qu'il ose nous proposer, de sortir à sa rencontre et de déposer à ses pieds nos drapeaux. Ah, le fils de chien! Il ne sait non pas que nous sommes depuis 40 ans au service et que, Dieu merci, nous avons vu de toutes sortes. Est-il possible qu'il se soit trouvé des commandants assez lâches pour obéir à ce bandit? Ça ne devrait pas être, répondit Ivan Kouzmitch. Cependant, on dit que le scélérat s'est déjà emparé de plusieurs forteresses. Il paraît qu'il est fort, en effet, observa Shvabrine. Nous allons savoir à l'instant sa force réelle, reprit le commandant. Vassilissa Yegorovna, donne-moi la clé du grenier. Ivan Ignatitch, amène le bashkir et dis à Iulai d'apporter les verges. Attends un peu, Ivan Kouzmitch, dit la commandante en se levant de son siège. Laisse-moi emmener Macha hors de la maison. Sans cela, elle entendrait les cris et ça lui ferait peur. Et moi, pour dire la vérité, je ne suis pas très curieuse de pareilles investigations. Au plaisir de vous revoir. La torture était alors tellement enracinée dans les habitudes de la justice que Lucas
grâce bienfaisant qui en avait prescrit l'abolition resta longtemps sans effet. On croyait que l'aveu de l'accusé était indispensable à la condamnation, idée non seulement déraisonnable, mais contraire au plus simple bon sens en matière juridique. Car si le déni de l'accusé ne s'accepte pas comme preuve de son innocence, l'aveu qu'on lui arrache doit moins encore servir de preuve de sa culpabilité. À présent même, il m'arrive encore d'entendre de vieux juges regretter l'abolition de cette coutume barbare. Mais de notre temps, personne ne doutait de la nécessité de la torture, ni les juges, ni les accusés eux-mêmes. C'est pourquoi l'ordre du commandant n'étonna et n'émut aucun de nous. Ivan Ignatitch s'en alla chercher le bachkir, qui était tenu sous clé dans le grenier de la commandante, et peu d'instants après, on l'amena dans l'antichambre. Le commandant ordonna qu'on l'introduisit en sa présence. Le bachkir franchit le seuil avec peine, car il avait au pied des entraves en bois. Il ôta son haut bonnet et s'arrêta près de la porte. Je le regardai et tressaillis involontairement. Jamais je n'oublierai cet homme. Il paraissait âgé de 70 ans au moins, et n'avait ni nez ni oreille. Sa tête était rasée, quelques rares poils gris lui donnaient lieu de barbe. Il était de petite taille, maigre, courbé, mais ses yeux à la tatar brillaient encore. Hé hé, dit le commandant, qui reconnut à ces terribles indices un des révoltés punis en 1741. Tu es un vieux loup, à ce que je vois. Tu as déjà été pris dans nos pièges. Ce n'est pas la première fois que tu te révoltes, puisque ta tête est si bien rabotée. Approche-toi et dis qui t'a envoyé. Le vieux bachkir se taisait et regardait le commandant d'un air de complète imbécilité. Eh bien, pourquoi te tais-tu? Continua Ivan Kouzmitch. Est-ce que tu ne comprends pas le russe? Iolai, demande-lui en votre langue qui l'a envoyé dans notre forteresse. Iolai répéta en langue tatar la réponse d'Ivan Kouzmitch. Mais le bachkir le regarda avec la même expression et sans répondre un mot. Et qui s'écria le commandant, je te ferai parler. Voyons, ôte-lui sa robe de chambre rayée, sa robe de fou, et mouchetez-lui les épaules. Voyons, Iolai, houspille-le comme il faut. Deux invalides commencèrent à déshabiller le bachkir. Une vive inquiétude se peignit alors sur la figure du malheureux. Il se mit à regarder de tous côtés comme un pauvre petit animal pris par des enfants. Mais lorsqu'un des invalides lui saisit les mains pour les lui tourner autour de son cou et souleva le vieillard sur ses épaules en se courbant, lorsque Iolai prit les verges et leva la main pour frapper, alors le bachkir poussa un gémissement faible et puissant et releva la tête, ouvrit la bouche, où, au lieu de langue, s'agitait un court tronçon. Nous fûmes frappés d'horreur. Eh bien, dit le commandant, je vois que nous ne pourrons rien tirer de lui. Iolai, ramène le bachkir au grenier, et nous, messieurs, nous avons encore à causer. Nous continuions à débattre notre position lorsque Vassilissa Yegorovna se précipita dans la chambre, tout haletante et d'un air effaré. Que t'est-il arrivé? Demanda le commandant, surpris. Malheur, malheur, répondit Vassilissa Yegorovna. Le fort de Dishneozern a été pris ce matin. Le garçon du père Karasim vient de revenir. Il a vu comment on l'a pris. Le commandant et tous les officiers sont pendus. Tous les soldats faits prisonniers. Les scélérats vont venir ici. Cette nouvelle inattendue fit sur moi une impression profonde. Le commandant de la forteresse de Nijneozern, jeune homme doux et modeste, m'était connu. 2 mois auparavant, il avait passé, venant d'Orenbourg avec sa jeune femme, et s'était arrêté chez Ivan Kouzmitch. La Nijneozernia n'était située qu'à 25 vestres de notre fort. D'heure en heure, il fallait nous attendre à une attaque de Pougatchev. Le sort de Marie Ivanovna se présenta vivement à mon imagination, et le cœur me manquait en y pensant.
faut songer à la sûreté des femmes. Envoyez-les à Orenbourg si la route est encore libre, ou bien dans une forteresse plus éloignée et plus sûre, où les scélérats n'aient pas encore eu le temps de pénétrer. Ivan Kouzmitch se tourna vers sa femme. Vois-tu bien, ma mère, en effet, ne faudrait-il pas vous envoyer quelque part plus loin, jusqu'à ce que nous ayons réduit les rebelles? Quelle folie, répondit la commandante. Où est la forteresse que les balles n'aient pas atteinte? En quoi la Belogorskaya n'est-elle pas sûre? Grâce à Dieu, voici plus de 21 ans que nous y vivons. Nous avons vu les Bashkirs et les Kirghizes. Peut-être y laisserons-nous Pougatchev. Eh bien, ma petite mère, répliqua Ivan Kouzmitch, reste si tu peux, puisque tu comptes tant sur notre forteresse. Mais que faut-il faire de Masha? C'est bien si nous le laissons, et s'il nous arrive un secours, mais si les brigands prennent la forteresse, eh bien alors. Mais ici, Vasilissa Yegorovna ne put que bégayer et se tut, étouffée par l'émotion. Non, Vasilissa Yegorovna, reprit le commandant, qui remarqua que ces paroles avaient produit une grande impression sur sa femme, peut-être pour la première fois de sa vie. Il ne convient pas que Masha reste ici. Envoyons-la à Orenbourg chez sa marraine. Là, il y a assez de soldats et de canons, et les murailles sont en pierre. Et même à toi, j'aurais conseillé de t'en aller aussi là-bas, car bien que tu sois vieille, pense à ce qui t'arrivera si la forteresse est prise d'assaut. C'est bien, dit la commandante. Nous renverrons Masha, mais ne t'avise pas de me prier de partir, je n'en ferai rien. Il ne me convient pas non plus dans mes vieilles années de me séparer de toi et d'aller chercher un tombeau solitaire en pays étranger. Nous avons vécu ensemble, nous mourrons ensemble. Tu as raison, dit le commandant. Voyons, il n'y a pas de temps à perdre. Va équiper Masha pour la route. Demain, nous la ferons partir à la pointe du jour, et nous lui donnerons même un convoi, quoique, à vrai dire, nous n'avons pas ici de gens superflus. Mais où donc est-elle? Chez Akoulina Pamfilovna, répondit la commandante. Elle s'est trouvée mal en apprenant la prise de Nijné Ozerne. Je crains qu'elle ne tombe malade. Oh mon Dieu, jusqu'où avons-nous vécu? Vasilissa Yegorovna alla faire les apprêts du départ de sa fille. L'entretien chez le commandant continua encore, mais je n'y pris plus aucune part. Marie Ivanovna reparut pour le souper, pâle et les yeux rougis. Nous soupâmes en silence, et nous nous levâmes de table plus tôt que d'ordinaire. Chacun de nous regagna son logis après avoir dit adieu à toute la famille. J'avais oublié mon épée et revins la prendre. Je trouvai Marie sous la porte. Elle me la présenta. Adieu, Piotr Andréitch, me dit-elle en pleurant. On m'envoie à Orenbourg. Soyez bien portants et heureux. Peut-être que Dieu permettra que nous nous revoyions, sinon. Elle se mit à sangloter. Adieu, lui dis-je. Adieu, ma chère Marie. Quoi qu'il arrive, sois sûre que ma dernière pensée et ma dernière prière seront pour toi. Masha continua à pleurer. Je sortis précipitamment. Chapitre 7. L'assaut. De toute la nuit, je ne pus dormir et ne quittai même pas mes habits. J'avais eu l'intention de gagner de grand matin la porte de la forteresse, par où Marie Ivanovna devait partir, pour lui dire un dernier adieu. Je sentais en moi un changement complet. L'agitation de mon âme me semblait moins pénible que la noire mélancolie où j'étais plongé précédemment. Au chagrin de la séparation se mêlaient en moi des espérances vagues mais douces, l'attente impatiente des dangers et le sentiment d'une noble ambition. La nuit passa vite. J'allais sortir quand la porte s'ouvrit, et le caporal entra pour m'annoncer que nos cosaques avaient quitté pendant la nuit la forteresse, emmenant de force avec eux Ioulaï, et qu'autour de nos remparts chevauchaient des gens inconnus. L'idée de Marie Ivanovna n'avait pu s'éloigner me glaça de terreur.
Je donnai à la hâte quelques instructions au caporal et courus chez le commandant. Il commençait à faire jour. Je descendais rapidement la rue lorsque je m'entendis appeler par quelqu'un. Je m'arrêtai. Où allez-vous? Oserais-je vous demander, me dit Ivan Ignatitch en me rattrapant. Ivan Kouzmitch est sur le rempart et m'envoie vous chercher. Le Pougatch est arrivé. Marie Ivanovna est-elle partie? Demandai-je avec un tremblement intérieur. Elle n'en a pas eu le temps, répondit Ivan Ignatitch. La route d'Orenbourg est coupée, la forteresse entourée. Ça va mal, Piotr Andreitch. Nous nous rendîmes sur le rempart, petite hauteur formée par la nature et fortifiée d'une palissade. La garnison s'y trouvait sous les armes. On y avait traîné le canon dès la veille. Le commandant marchait de long en large devant sa petite troupe. L'approche du danger avait rendu au vieux guerrier une vigueur extraordinaire. Dans la steppe, un peu loin de la forteresse, se voyait une vingtaine de cavaliers qui semblaient être des Cosaques, mais parmi eux se trouvaient quelques Bachkirs, qu'il était facile de reconnaître à leur bonnet et à leur carquois. Le commandant parcourait les rangs de la petite armée en disant aux soldats: « Voyons, enfants, montrons-nous bien aujourd'hui pour notre mère l'impératrice, et faisons voir à tout le monde que nous sommes des braves gens, fidèles à nos serments. » Les soldats témoignèrent à grands cris de leur bonne volonté. Schwabrine se tenait près de moi, examinant l'ennemi avec attention. Les gens qu'on apercevait dans la steppe, voyant sans doute quelques mouvements dans le fort, se réunirent en groupe et parlèrent entre eux. Le commandant ordonna à Ivan Ignatitch de pointer sur eux le canon et approcha lui-même la mèche. Le boulet passa en sifflant sur leur tête sans leur faire aucun mal. Les cavaliers se dispersèrent aussitôt en partant au galop et la steppe devint déserte. À ce moment, parut sur le rempart Vassilissa Yegorovna, suivie de Marie qui n'avait pas voulu la quitter. « Eh bien, dit la commandante, comment va la bataille? Où est l'ennemi? » L'ennemi n'est pas loin, répondit Ivan Kouzmitch, mais si Dieu le permet, tout ira bien. Et toi, Macha, as-tu peur? Non, papa, répondit Marie, j'ai plus peur seule à la maison. Elle me jeta un regard en s'efforçant de sourire. Je serrai vivement la garde de mon épée, en me rappelant que je l'avais reçue la veille de ses mains, comme pour sa défense. Mon cœur brûlait dans ma poitrine. Je me croyais son chevalier. J'avais soif de lui prouver que j'étais digne de sa confiance, et j'attendais impatiemment le moment décisif. Tout à coup, débouchant d'une hauteur qui se trouvait à 8 vestres de la forteresse, parurent de nouveau des groupes d'hommes à cheval, et bientôt toute la steppe se couvrit de gens armés de lances et de flèches. Parmi eux, vêtu d'un cafetan rouge et le sabre à la main, se distinguait un homme monté sur un cheval blanc. C'était Pougatchev lui-même. Il s'arrêta, fut entouré et bientôt, probablement d'après ses ordres, 4 hommes sortirent de la foule et s'approchèrent au grand galop jusqu'au rempart. Nous reconnûmes en eux quelques-uns de nos traîtres. L'un d'eux élevait une feuille de papier au-dessus de son bonnet. L'autre portait du bout de sa pique la tête de Iulaï et nous la lança par-dessus la palissade. La tête du pauvre Kalmouk roula aux pieds du commandant. Les traîtres nous criaient: « Ne tirez pas, sortez pour recevoir le tsar. Le tsar est ici. » « Enfants, feu !» s'écria le capitaine pour toute réponse. Les soldats firent une décharge. Le cosaque qui tenait la lettre vacilla et tomba de cheval. Les autres s'enfuirent à toute bride. Je jetai un coup d'œil sur Marie Ivanovna, glacée de terreur à la vue de la tête de Iulaï, étourdie du bruit de la décharge. Elle semblait inanimée. Le commandant appela le caporal
et lui ordonna d'aller prendre la feuille des mains du cosaque abattu. Le caporal sortit dans la campagne et revint amenant par la bride le cheval du mort. Il remit la lettre au commandant. Ivan Kouzmitch la lut à voix basse et la déchira en morceaux. Cependant, on voyait les révoltés se préparer à une attaque. Bientôt, les balles sifflèrent à nos oreilles, et quelques flèches vinrent s'enfoncer autour de nous dans la terre et dans les pieux de la palissade. « Vassilissa Yegorovna, dit le commandant, les femmes n'ont rien à faire ici. Emmène Macha. Tu vois bien que cette fille est plus morte que vive. » Vassilissa Yegorovna, que les balles avaient assouplie, jeta un regard sur la steppe, où l'on voyait de grands mouvements parmi la foule, et dit à son mari: « Ivan Kouzmitch, Dieu donne la vie et la mort. Bénis Macha. Macha, approche de ton père. » Pâle et tremblant, Marie s'approcha d'Ivan Kouzmitch, se mit à genoux et le salua jusqu'à terre. Le vieux commandant fit sur elle 3 fois le signe de la croix, puis la releva, l'embrassa et lui dit d'une voix altérée par l'émotion: « Eh bien, Macha, sois heureuse. Prie Dieu, il ne t'abandonnera pas. S'il se trouve un honnête homme, que Dieu vous donne à tous deux amour et raison. Vivez ensemble comme nous avons vécu, ma femme et moi. Eh bien, adieu, Macha. Vassilissa Yegorovna, emmène-la donc plus vite. » Marie se jeta à son cou et se mit à pleurer. « Embrassons-nous aussi, dit en pleurant la commandante. Adieu, mon Ivan Kouzmitch. Pardonne-moi si je t'ai jamais fâché. »« Adieu, adieu, ma petite mère, dit le commandant en embrassant sa vieille compagne. Voyons, assez, allez-vous-en à la maison, et si tu en as le temps, mets un sarafade à Macha. » La commandante s'éloigna avec sa fille. Je suivais Marie du regard. Elle se retourna et me fit un dernier signe de tête. Ivan Kouzmitch revint à nous, et toute son attention fut tournée sur l'ennemi. Les rebelles se retournèrent autour de leur chef, et tout à coup mirent pied à terre précipitamment. « Tenez-vous bien, nous dit le commandant, c'est l'assaut qui commence. » En ce moment même retentirent les cris de guerre sauvage. Les rebelles accouraient à toutes jambes sur la forteresse. Notre canon était chargé à mitraille. Le commandant les laissa venir à très petite distance et mit de nouveau feu à sa pièce. La mitraille frappa au milieu de la foule qui se dispersa en tous sens. Le seul chef resta en agitant son sabre. Il semblait les escorter avec chaleur. Les cris aigus qui avaient un instant cessé redoublèrent de nouveau. « Maintenant, enfants, s'écria le capitaine, ouvrez la porte, battez le tambour, et en avant, suivez-moi pour une sortie. » Le commandant, Ivan Ignatitch et moi-même nous trouvâmes en un instant hors du parapet, mais la garnison intimidée n'avait pas bougé de place. « Que faites-vous donc, mes enfants ?» s'écria Ivan Kouzmitch. « S'il faut mourir, mourons. Affaire de service. » En ce moment, les rebelles se ruèrent sur nous et forcèrent l'entrée de la citadelle. Le tambour se tut et la garnison jeta ses armes. On m'avait renversé par terre, et je me relevai, et j'entrai pêle-mêle avec la foule dans la forteresse. Je vis le commandant blessé à la tête et pressé par une petite troupe de bandits qui lui demandaient les clés. J'allais courir à son secours quand plusieurs forts cosaques me saisirent et me lièrent avec leurs couchacs en criant: « Attendez, attendez ce qu'on va faire de vous, traître au tsar !» On nous traîna le long des rues. Les habitants sortaient de leurs maisons offrant le pain et le sel. On sonna les cloches. Tout à coup, des cris annoncèrent que le tsar était sur la place, attendant les prisonniers pour recevoir leur serment. Toute la foule se jeta de ce côté, et nos gardiens nous y traînèrent. Pougatchev était assis dans un fauteuil sur le perron de la maison du commandant. Il était vêtu d'un élégant cafetan cosaque
brodé sur les coutures. Un haut bonnet de marde zibeline orné de glands d'or descendait jusque sur ses yeux flamboyants. Sa figure ne me parut pas inconnue. Les chefs cosaques l'entouraient. Le père Garasim, pâle et tremblant, se tenait, la croix à la main au pied du perron, et semblait le supplier en silence pour les victimes amenées devant lui. Sur la place même, on dressait à la hâte une potence. Quand nous approchâmes, des bashkirs écartèrent la foule et on nous présenta à Pugatchev. Le bruit des cloches cessa, et le plus profond silence s'établit. « Qui est votre commandant » demanda l'usurpateur. Notre ouriadnik sortit des groupes et désigna Ivan Kouzmitch. Pugatchev regarda le vieillard avec une expression terrible et lui dit « Comment as-tu osé t'opposer à moi, à ton empereur ?» Le commandant, affaibli par sa blessure, rassembla ses dernières forces et répondit d'un ton ferme « Tu n'es pas mon empereur. Tu es un usurpateur et un brigand, vois-tu bien ?» Pugatchev fronça le sourcil et leva son mouchoir blanc. Aussitôt, plusieurs cosaques saisirent le vieux capitaine et l'entraînèrent au gibet. À cheval sur la traverse, apparut le bashkir défiguré qu'on avait questionné la veille. Il tenait une corde à la main, et je vis un instant après le pauvre Ivan Kouzmitch suspendu en l'air. Alors, on amena à Pugatchev Ivan Ignatitch. « Prête serment, lui dit Pugatchev, à l'empereur Piotr Fedorovitch. »« Tu n'es pas notre empereur, répondit le lieutenant en répétant les paroles du capitaine. Tu es un brigand et un usurpateur. » Pugatchev fit de nouveau le signal du mouchoir, et le bon Ivan Ignatitch fut pendu auprès de son ancien chef. C'était mon tour. Je fixai hardiment le regard sur Pugatchev en m'apprêtant à répéter la réponse de mes généreux camarades. Alors, à ma surprise inexprimable, j'aperçus parmi les rebelles Chvabrine, qui avait eu le temps de se couper les cheveux en rond et d'endosser un cafetan de cosaque. Il s'approcha de Pugatchev et lui dit quelques mots à l'oreille. « Qu'on le pende !» dit Pugatchev, sans daigner me jeter un regard. On me passa la corde au cou. Je me mis à réciter à voix basse une prière, en offrant à Dieu un repentir sincère de toutes mes fautes, et en le priant de songer à tous ceux qui étaient chers à mon cœur. On m'avait déjà conduit sous le gibet. « Ne crains rien, me disaient les assassins, peut-être pour me donner du courage. » Tout à coup, un cri se fit entendre. « Arrêtez, maudit !» Les bourreaux s'arrêtèrent, je regarde. Savéliitch était étendu aux pieds de Pugatchev. « Oh, mon propre père, lui disait mon pauvre Ménin, qu'as-tu besoin de la mort de cet enfant de seigneur? Laisse-le libre, on t'en donnera une bonne rançon. Mais pour l'exemple et pour faire peur aux autres, ordonne qu'on me pende, moi, le vieillard. » Pugatchev fit un signe. On me délia aussitôt. « Notre père te pardonne, me disait-il. » Dans ce moment, je ne puis dire que j'étais très heureux de ma délivrance, mais je ne puis dire non plus que je la regrettais. Mes sens étaient trop troublés. On m'amena de nouveau devant l'usurpateur, et on me fit agenouiller à ses pieds. Pugatchev me tendit sa main musculeuse. « Baise la main, criait-on autour de moi. Mais j'aurais préféré le plus atroce soupir à un si infâme avilissement. Mon père, Piotr Andréitch, me soufflait Savéliitch, qui se tenait derrière moi, et me poussait du coude. Ne fais pas l'obstiné. Qu'est-ce que cela que te coûte? Crache et baise la main du brigand. Baise-lui la main. Je ne bougeais pas. Pugatchev retira sa main et dit en souriant: Sa seigneurie est, à ce qu'il paraît, toute stupide de joie. Relevez-le. On me releva, et je restai en liberté.
Je regardais alors la continuation de l'infâme comédie. Les habitants commencèrent à prêter le sermon. Ils approchaient l'un après l'autre, baissaient la voix et saluaient l'usurpateur. Puis vint le tour des soldats de la garnison. Le tailleur de la compagnie, armé de ses grands ciseaux émoussés, leur coupait les queues. Il secouait la tête et approchait les lèvres de la main de Pougatchev. Celui-ci leur déclara qu'ils étaient pardonnés et reçus dans ses troupes. Tout cela dura près de 3 heures. Enfin, Pougatchev se leva de son fauteuil et descendit le perron, suivi par les chefs. On lui amena un cheval blanc, richement harnaché. 2 Cosaques le prirent par les bras et l'aidèrent à se mettre en selle. Il annonça au père Garasim qu'il dînerait chez lui. En ce moment retentit un cri de femme. Quelques brigands traînaient sur le perron Vassilissa Yegorovna, échevelée et demi-nue. L'un d'eux était déjà vêtu de son mantelet, les autres emportaient les matelas, les coffres, le linge, les services à thé, toutes sortes d'objets. « Oh, mes pères !» criait la pauvre vieille. « Laissez-moi de grâce, mes pères, menez-moi à Ivan Kouzmitch. » Soudain, elle aperçut le gibet et reconnut son mari. « Scélérat !» s'écria-t-elle hors d'elle-même. « Qu'en avez-vous fait ? » « Oh, ma lumière, Ivan Kouzmitch, hardi cœur de soldat. Ni les baïonnettes prussiennes ne t'ont touché, ni les balles turques, et tu as péri devant un vil condamné fuyard. »« Faites taire la vieille, dit Pougatchev. Un cosaque la frappa de son sabre sur la tête, et elle tomba morte du bas des degrés du perron. Pougatchev partit. Tout le peuple se jeta sur ses pas.